Du mouvement au Moyen-Orient. Des députés provinciaux quitteront l'Assemblée nationale et on aborde les ITSS avec Elisabeth Reil. Je m'appelle Xavier Pouliot et c'est l'heure du sommet public. Dans la foulée de la guerre en Iran, le Québec et le Canada ont fait bouger les choses lundi. D'abord, le Québec a rapatrié le directeur de son bureau à Tel Aviv et le Canada a accentué son effort consulaire pour aider les 95 000 Canadiens toujours pris au Moyen-Orient. Et en direct de New Delhi, le ministère des Affaires étrangères a annoncé son appui en lien avec les frappes israélo-américaines sur l'Iran en ce moment, mais a tempéré et a nuancé ses propos en demandant une discussion diplomatique. Toujours à l'international, le Canada et l'Inde, deux pays dont les relations se sont refroidies dans les dernières années, ont conclu lundi matin un accord sur l'uranium et les terres rares. L'accord sur l'uranium aurait une valeur de 2,6 milliards de dollars. Le premier ministre canadien Mark Carney continuera son voyage international en Australie et au Japon dans les prochains jours. Et en politique provinciale, deux figures importantes de l'Assemblée nationale du Québec ne reviendront pas après les élections provinciales de 2026. Le député indépendant Vincent Marissal quittera la vie politique comme il a annoncé sur ses réseaux sociaux. Dans les derniers jours, des rumeurs circulaient sur une possibilité qu'il joigne les rangs du NPD pour les élections fédérales. Il a finalement confirmé qu'il tirera sa révérence. Et sinon, la ministre de l'Habitation et de la Condition féminine, Caroline Proulx, a elle aussi annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle quittera la vie politique. Elle continuera son mandat au sein de la Coalition Avenir Québec, toutefois jusqu'aux élections d'octobre 2026. Et si la façon dont la santé publique était financée n'était pas équitable réellement pour la population? Un reportage de Salma Choumi. Cette liste accompagne chaque boîte de pilules contraceptives. Elle témoigne de la complexité du corps féminin qui n'a pas toujours occupé une place centrale dans la recherche médicale. Il y a seulement 30 ans que Santé Canada publiait ses premières lignes directrices sur l'inclusion des femmes dans les essais cliniques. Cet écart en financement et en recherche persiste, mais c'est dans ce contexte que la FemTech s'impose en offrant des innovations ciblées et durables pour la santé féminine. Applications, objets connectés, plateformes de suivi hormonal, des outils qui s'intéressent enfin à ce qui a longtemps été invisible. Pour comprendre l'ampleur du déséquilibre, il faut regarder les chiffres. Seulement 7 % de la recherche au Canada est attribuée spécifiquement à la santé des femmes. Pourtant, elle représente 50,6 % de la population canadienne, un écart qui soulève des questions sur les priorités en innovation et en financement. Dans ce contexte, certains experts estiment que le Canada accuse un retard structurel. On s'entretient présentement avec Andrea Guest, directrice senior à FemTech Canada. Voici les extraits. We haven't had a women's health strategy in Canada since 1999. So, and when we talk about that in a room of people, people's jaws really drop because they don't associate Canada with being behind the times in terms with their equity missions and how we treat women, but it's quite shocking that our women's health strategy is so out of date. Au cours des dernières années, la FemTech a pris de l'ampleur au Canada, portée notamment par le réseau national FemTech Canada, qui contribue à structurer cet écosystème en pleine croissance. La ville devient un terrain fertile pour ces avancées, où naît Elle Santé, un projet pilote développé par Jennifer Nwanko, fondatrice de la clinique Nouveau Physio. Située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, elle souhaite créer un outil pour accompagner la santé pelvienne à différentes étapes de la vie des femmes. Je peux pas faire plus que ça si je reste dans l'environnement clinique uniquement. Ok, c'est de faire ce qu'on sait qui fonctionne pour aider les femmes, de le sortir en dehors de ça pour pouvoir cibler plus de femmes. Donc c'est ça qui m'a motivée. Puis avant que je meure, là, honnêtement pour moi, si je suis très très passionnée par ça, avant que je meure, je veux que ma fille rendue là, tu sais, puis knock on wood, tu sais, que elle va pas avoir de souffrance. Et c'est pas de dire que tu as besoin de souffrir pour cibler ta santé pelvienne, mais par prévention aussi. Tu sais, c'est vraiment pour sensibiliser non seulement les femmes, mais les professionnels de la santé aussi. C'est vraiment des combinaisons des deux.
Aujourd'hui, la Femtech compte plus de 1800 entreprises à travers le monde, dont plus de 180 sont fièrement canadiennes. Sa valeur marchande pourrait dépasser le billion de dollars d'ici 2040, un secteur en pleine croissance qui change progressivement le paysage de la santé féminine. C'était Salma Choumi, Terrain Brut. Alors, je suis maintenant rejoint par toute mon équipe, mes deux collaborateurs, Raphaël Morissette et Gabriel Couture-Lapointe, mais surtout de notre journaliste terrain, Salma Choumi. Alors, Salma, tu nous amènes davantage de détails sur les Femtech. Par coïncidence biologique, c'est un sujet qui me concerne, un secteur qui fait ses débuts lentement mais sûrement dans le paysage canadien. Bien qu'il y a des avancées dans le secteur, on peut voir surtout des lacunes au niveau économique. Oui, absolument. Puis on a vu des chiffres relativement alarmants dans ton reportage. Seulement, on parle de seulement 7 des fonds publics qui sont accordés à la santé de la femme en particulier. Et donc, c'est le privé qui doit un peu s'en occuper. Qui est-ce qui va venir payer cette facture-là à la fin de la journée pour ces recherches? Madame Guest l'affirme, le Canada accuse un retard structurel. Ici, les entreprises doivent passer par des programmes de prêts assez généraux, comme des programmes d'investissement en MedTech, par exemple. Pourtant, si on sort du territoire canadien et on regarde le Danemark, par exemple, le gouvernement danois investit directement dans la santé féminine, notamment avec son nouveau Centre national de la recherche sur la santé de la femme, dans lequel il souhaite investir plus de 20 millions de dollars. Donc, des avancées concrètes à l'international. Donc là, si on comprend bien ici, c'est que le financement pour la santé des femmes va passer principalement par le privé, c'est bien ça? Raphaël, les choses changent. Le public s'intéresse de plus en plus au sujet, d'où vient le nouveau projet de loi S-243 proposé par la sénatrice Danielle Henkel, qui va venir mieux structurer les investissements dans le secteur. On peut également voir un nouveau partenariat qui a été annoncé ce matin avec la Société des obstétriciens gynécologues du Canada et Femtech Canada, dans lequel on va pouvoir voir un lien plus fort entre les cliniciens-cliniciennes et les innovateurs-innovatrices du secteur. Salma Choumi, merci beaucoup. On attend ton reportage de la semaine prochaine avec impatience. Merci. Messieurs, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Selon l'Institut national de la santé publique, de 2022 à 2023, les cas en infection transmise sexuellement et par le sang ont augmenté de 7,6 % et les jeunes de 15 à 24 ans représentent la moitié des cas enregistrés. Avec nous pour en discuter, je suis avec Elisabeth... Merci beaucoup, Elisabeth Réel. Madame, vous êtes infirmière clinicienne chez Prélib, une clinique qui offre des services de dépistage pour les ITSS en favorisant l'éducation sexuelle. Ça va bien? Ça va bien, vous? Merci. Alors, les tests pour dépister autant chez les hommes que chez les femmes sont très différents. Chez les hommes, on a besoin simplement que d'un prélèvement urinaire, tandis que chez les femmes, on va réellement favoriser les prélèvements vaginaux. Est-ce que ça pourrait engendrer une différence dans les taux enregistrés? En fait, nous, chez Prélib, on utilise les dépistages urinaires autant chez les hommes que chez les femmes qui se sont prouvés autant efficaces là, pour les deux sexes. Donc, tous les dépistages là, qui sont faits chez nous sont faits par autodépistage de prélèvement urinaire. Et Elisabeth Réel, on sait que la sexualité est un sujet tabou, surtout chez les jeunes. Est-ce qu'il y aurait des démarches qu'on pourrait engendrer pour détabouiser ce sujet, surtout chez les adolescents? C'est sûr que de favoriser une promotion là, puis une prévention de la santé, c'est la meilleure façon là, d'aller rejoindre le public. Nous, on essaie là, de le faire avec une version un petit peu plus au goût du jour. On essaie par nos réseaux sociaux, par notre site Internet qui est assez facile d'utilisation, puis en permettant là, des rendez-vous qui sont confidentiels, rapides, simples, puis dans le but là, d'aller rejoindre le plus de personnes possible. Et Prélib est spécialisé dans les tests asymptomatiques. Devrait-il y avoir, selon vous, une récurrence à laquelle nous devrions nous faire tester pour s'assurer de ne pas contracter d'ITSS? Pour nous, dès qu'il y a relation sexuelle, là, un dépistage s'impose. Puis, bien entendu, là, que ça soit dans des façons accessibles. La période fenêtre qui est recommandée, c'est vraiment 2 semaines. Ensuite de quoi, Prélib envoie souvent là, un rappel suite, une fois que toutes les périodes fenêtres sont passées pour revenir faire un test là, puis s'assurer que tout est beau du côté de notre patientèle. C'est propre à chacun, mais dès qu'on vient se faire dépister, là, on est déjà un peu dans la bonne voie. Elisabeth Réel, je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Salut. Alors, je me retrouve toujours avec mes deux collaborateurs avec qui je passe toutes mes journées.
Raphaël Morissette, Gabriel Couture-Lapointe, merci d'être là aujourd'hui. Et Gabriel, tu nous amènes une nouvelle diète. Oui, une diète qui fait beaucoup parler quand même ces temps-ci. On la voit surtout sur les réseaux sociaux aussi. Je parle bien évidemment de la diète carnivore. Qu'est-ce que c'est cette diète carnivore-là? Eh bien, elle se repose sur une règle qui est assez simple. On élimine tous les produits qui ne viennent pas du règne animal. Et donc, au menu, on a bien sûr beaucoup de protéines, certains produits laitiers, mais aucun fruit, aucun légume, aucune céréale. Laisse-moi t'arrêter ici, Gabriel. Ça ressemble pas mal à une diète de père célibataire, tout ça. Ça pourrait ressembler quand même à ça. Ça ressemble aussi à la diète keto. Si on se souvient bien, la diète keto, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir réduire considérablement notre apport en glucides pour venir, c'est ça, favoriser que lorsque le corps est enlève le glucide de son corps, on entre en mode cétose. Et puis lorsque le corps est en mode cétose, eh bien, il va venir brûler justement notre gras à la place de ces glucides-là pour y trouver son énergie. Et donc, ça va venir faciliter la perte de poids quand même. Et donc, la diète carnivore, elle fonctionne de la même manière. Donc, on va venir complètement éliminer les glucides avec celle-ci. Donc, c'est la même logique, là, mais avec encore moins de flexibilité. Et donc, comme chaque tendance, ça doit venir avec des témoignages forts. Des témoignages très forts. On parle de perte de poids, de hausse d'énergie, aussi de dose d'humeur dans certains cas. Et puis, il faut le reconnaître, là, cette diète-là, elle a vraiment certains bienfaits chez l'utilisateur qui décide de l'emprunter. Le problème n'est pas nécessairement dans l'expérience personnelle, c'est plutôt lorsque cette expérience personnelle-là devient vraiment une vérité universelle, si on veut. Donc, une solution qui peut être proposée à tous et tout le monde. Nécessairement, c'est là que ça peut devenir dangereux quand on vient l'appliquer à tous. Oui, un petit peu dangereux parce que très rapidement, là, ce qui peut arriver, c'est qu'on se retrouve avec une population qui manque désespérément de fibres. Il y a eu une étude qui a été faite là, dans les années 2015 par l'Académie de nutrition aux États-Unis qui a révélé là, que là, à chercher votre sucre, plus de 95% de la population aux États-Unis était en déficience de fibres. Et puis là, ces statistiques-là, elles sont sorties avant que Robert F. Kennedy Jr., par exemple, fasse son changement à la pyramide nutritionnelle pour y venir y mettre au haut de cette pyramide-là les viandes rouges ainsi que les gras naturels. Et donc, en plus, si là, on jumelle ça avec une diète carnivore qui est très populaire, surtout sur les réseaux, eh bien, on s'enligne dans la mauvaise direction, là. Donc, c'est moins une question de science qui est au cœur, mais bien plus là, de perception. C'est vraiment un super point intéressant que tu amènes parce que c'est aussi important de réaliser que cette diète-là, elle s'inscrit dans un monde qui n'a jamais été autant saturé d'informations. Et puis, parfois, dans ce flou-là, lorsqu'on a trop d'informations qu'on n'est pas capable d'assimiler, la radicalité, elle peut avoir une sorte de clarté dans ce flou-là. Et la solution la plus simple, elle peut devenir un peu comme la solution la plus vraie. Non, puis nécessairement, avec des algorithmes qui, aujourd'hui, poussent les publications qui sont beaucoup plus tranchées, bien, ça vient justement favoriser l'exposition de ces pratiques-là. Là. Tu touches un point qui est super important, Raphaël. Souvent, la science, elle va parler en moyenne, en statistique, alors que l'influenceur, lui, il parle en histoire. Puis on connaît notre cerveau, il aime beaucoup les histoires. Et Raphaël, de ton côté, tu nous parles d'une solution qui peut quand même être mal vue, mais tout autant miraculeuse. Exactement, messieurs. Bien, on va voir en fait si ça peut être une solution miraculeuse. Puis pour vous mettre en contexte un petit peu, je pense que comme la majorité des auditeurs à la maison, j'ai été arrivé devant les Olympiques. Puis je me suis dit que c'était finalement le moment d'adresser l'éléphant dans la pièce. Puis qu'est-ce que je veux dire avec ça en fait, messieurs? C'est que j'ai commencé à m'intéresser aux partenaires de diffusion officiels des Jeux Olympiques. Puis lorsqu'on prend les Jeux Olympiques de Milan-Cortina lors du dernier mois, ou bien même l'édition de Paris 2024, les Jeux d'été, on remarque que les partenaires de diffusion officiels, en fait, sont des médicaments à base de sémaglutide. Puis ça, de base, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient contrer et combattre le diabète de type 2. Par contre, c'est un secret de polichinelle de savoir bien, que ces médicaments-là sont utilisés par le grand public pour la perte de poids, mais par contre, de façon non réglementée. Mais là, est-ce que c'est pas un petit peu ironique que ce soit justement les Jeux olympiques qui viennent promouvoir un produit comme celui-là? Bien, c'est justement la source du débat au sein de l'espace public. C'est-à-dire que, je pense que vous le savez, les Jeux olympiques sont la plateforme sportive qu'un athlète peut le plus haut atteindre individuellement. Et puis, d'un autre côté, il y a ce message qui, à l'encontre des valeurs un petit peu des Jeux olympiques, qui viennent promouvoir les bonnes habitudes de vie, les activités physiques et toutes ces choses-là, bien, parallèlement à ça, on vient inciter les gens avec la voie rapide, si on peut dire, là, concernant la perte de poids. Et
Ça veut dire qu'on va aussi bientôt voir des changements là, dans le marché. Bien, exactement. Là, c'est un peu... le Canada pourrait se positionner comme étant précurseur, en fait, dans le domaine de la sémaglutide. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que le brevet d'exclusivité qui avait été accordé à Novo Nordisk, qui est la maison mère des grands médicaments à base de sémaglutide, comme Ozempic ou Wegovy, qu'on voit beaucoup passer à travers les médias. Puis, il faut comprendre, en fait, que ces médicaments-là, de base, sont une révolution, en fait, pour le domaine de la médecine. Et puis, il y a plusieurs médecins qui vont pouvoir vous en témoigner. Alors, c'est important de faire la nuance entre les deux problèmes actuellement. Et puis, là, avec l'ouverture du marché, on va avoir accès à un libre marché concernant les médicaments à base de sémaglutide. Donc, ça va être intéressant, là, de voir comment les différents concurrents vont pouvoir se positionner puis offrir des avantages, là, aux consommateurs. Puis là, avec autant de nouveaux concurrents, justement, on va devoir redoubler d'attention si on commence un produit comme celui-là. Bien, le message ici, c'est que c'est très important de consulter son médecin avant d'en faire l'utilisation. Puis on parle d'environ 1 personne sur 10 qui aurait déjà soit envisagé ou qui aurait déjà utilisé le produit. Donc c'est une tendance qui commence quand même à se répandre. Par contre, ça peut être très attirant à court terme, pardon. Donc, il y a la perte de poids, tous ces éléments-là qui sont très intéressants. Par contre, c'est lorsqu'on s'intéresse à long terme que ça peut devenir un petit peu plus problématique. Donc, on parle d'une carence en nutriments, par exemple, d'une baisse de la masse musculaire, puis ça peut même aller à certaines maladies intestinales qui peuvent avoir des répercussions importantes sur votre santé. Donc là, si je suis un auditeur à la maison qui consomme un de ces produits-là à base de sémaglutide, est-ce que ça veut dire que je devrais m'arrêter à tout prix? Bien, pas nécessairement. Comme je le dis, le message qui est à retenir aujourd'hui pour les gens à la maison, c'est de consulter votre médecin. Parce que, bien, j'ai eu la chance, en fait, de discuter avec certains médecins qui m'ont dit que pourquoi c'est important, en fait, c'est que vous courez le même risque de reprendre, en fait, le poids que vous avez perdu au courant des prochains mois. Donc, c'est vraiment dangereux si vous arrêtez de façon draconienne. Alors, la consultation du médecin est importante parce que, comme on le rappelle, c'est un médicament qui est nécessairement révolutionnaire et qui a des bienfaits. Alors, c'est juste de venir le réglementer puis d'ajuster là, les bons éléments. Mais finalement, comme aux Jeux olympiques, il n'y aura pas de chemin facile pour arriver à ses objectifs. Ben oui, puis on dirait que nos deux sujets se rejoignent un peu au niveau que, en fait, à la fin de la journée, souvent, la nouvelle tendance, ça va vraiment être de venir essayer de trouver la manière la plus rapide de perdre du poids et d'être en santé, alors que souvent, c'est ça un peu la nuance, c'est que c'est très important de poser les questions, puis souvent, ça sera pas la règle la plus simple qui va justement nous mener à bon port. Mais non, puis c'est un peu l'ironie qu'il y a eu, c'est-à-dire que, comme le message que voulaient envoyer les Jeux olympiques, bien, c'est dur d'être à la réception de ce message-là quand on nous envoie un message qui est indirect avec le premier. Donc, ben, c'est pour ça qu'il y a eu là, beaucoup d'indignation nécessairement sur les réseaux sociaux, puis on connaît les résultats aujourd'hui. Et c'est pas seulement les Olympiques, là, mais il y a beaucoup de diffuseurs sportifs là, qui favorisent et qui mettent de l'avant ces médicaments à sémaglutide. Alors, Raphaël Morissette, Gabriel Couture-Lapointe, je vous remercie de votre passage en studio. On se retrouve dès demain pour un autre sommet public. Et à la maison, je vous rappelle que Mme Nwonko de Elle Santé testera son projet de pilote cet été à Montréal. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, même heure, même poste, et soyez prudents.